Bonjour à tous, bienvenue aux 4e rencontre de la frugalité. C'est toujours très émouvant pour nous de vous voir, de voir qu'il y a autant de monde. Je vais vous présenter notre coprésidente, Marion Perret-Blois, qui s'est fait élire. Donc elle est coprésidente avec Philippe Madec, et elle s'est fait élire pour se couper la tête, puisque son but en 2 ans, c'est de supprimer la réalité d'une coprésidence, et pour que voilà, ce soit encore plus collégial que ça l'est aujourd'hui, puisque nous avons un conseil collégial de 18 personnes, 9 femmes, 9 hommes, et pareil de trentenaires jusqu'à Marion, à toi. Et merci Dominique. Moi je vais présenter donc 2 personnes du groupe Aura qui nous accueillent. Donc un mouvement donc collégial sans présidence effective, où vraiment les prises de décision sont horizontales, et où les groupes locaux ont toute leur place, toute initiative. Là c'est vraiment donc une équipe d'une 20aine de personnes, mais avec quand même quelques pilotes. Donc on a vu Héloïse hier, Julie, Caroline, qui ont porté l'organisation de l'ensemble des rencontres, qui ont choisi les thèmes, les tables rondes, les invités, trouvé le lieu avec la ville de Chambéry. Et voilà, c'est vraiment cette énergie-là dont on est très fiers et qu'on vous invite à prendre. C'est-à-dire que voilà, dans le mouvement de la frugalité, vous avez un projet, vous avez envie de le porter. Dominique nous donne tout son carnet d'adresses. Philippe passe 2-3 coups de fil, et voilà, on essaye que ça avance et que chacun prenne ses responsabilités pour avancer ensemble. Voilà. Et je vous passe justement la parole. Merci Marion. Et du coup, donc Julie et Caroline, qui va parler juste après. Du coup, on vous remercie d'être là. Moi, je voulais juste vous partager en 2 mots les intentions de ce qu'on a voulu pour ces 3 jours, puisqu'effectivement, on était ultra autonome et on a proposé vraiment le déroulé de ces 3 jours. L'idée, c'était de mettre à disposition en fait plein de choses, des tables rondes, des conférences, des ateliers, des associations, des stands, des professionnels, et que chacune, vous puissiez venir chercher des choses pour vous mettre en mouvement, passer à l'action. Et comme vous l'avez vu à l'entrée, la plus importante des actions individuelles, c'est de passer à l'action collective, donc de se mettre en mouvement ensemble. Et ce sera bien ça le thème de la table ronde de ce matin et de cet après-midi. C'était vraiment ça notre intention, donc on est tous responsables de ce qui va se passer ici, et faites-en ce que vous voulez, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup. Et moi, je vais juste dire un petit mot, notamment au nom du groupe des Savoies, qui sommes vraiment heureux et fiers de pouvoir accueillir aussi chez nous, on va dire, les rencontres nationales. Et pour tout ce qui a été de l'organisation, on a aussi pu créer une vraie synergie avec tout l'ensemble du groupe Aura. Donc, ce qui montre que les groupes locaux, comme peut l'être Aura, et hyper locaux, comme on l'est en Savoie, peuvent fonctionner ensemble aussi à l'échelle donc d'un territoire. Et donc, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que toute cette belle énergie fonctionne tous ensemble. Voilà. Merci. Je donne la parole du coup à nos partenaires. Donc, la ville de Chambéry, avec Daniel Boucher, adjoint à l'urbanisme de la ville de Chambéry. Daniel Schoen, je dis bien ton nom de famille, c'est bon? Très bien. De Ville et Aménagement Durable, et je n'ai plus ton nom et ton prénom. Virginie Thomas du PUCA. Virginie Thomas du PUCA. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Je commence pas? Ouais. On s'assoit. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir ces rencontres de la 4e rencontre à Chambéry, pour différentes raisons. D'abord parce qu'on considère que c'est un moment important. Ensuite, parce que nous partageons les principaux engagements et actions que ce mouvement essaye de développer et développe. Et accessoirement, on espère profiter de votre présence pour arriver un peu à jauger la mise en œuvre de nos feuilles de route, qui ont certaines exigences et qui butent sur des problèmes dont il est bon de causer ensemble, et c'est l'intérêt d'en causer entre gens qui sont à l'œuvre.
Donc d'ailleurs, j'avais remarqué dans la salle certains d'entre vous qui nous aident un petit peu à tenir nos caps et à mettre en place des actions très cohérentes et importantes. Donc nous sommes là dans la Alfoseco qui a fonctionné avec la bienveillance attentive des pompiers qui ont autorisé pendant plusieurs années une occupation sporadique par le CAUE, l'espace la scène nationale, l'espace Malraux, par la Maison de l'Architecture de Savoie qui a fait des manifestations. Il y a eu avec Malraux un grand bal africain ici aussi. Donc et ça certains l'ont probablement connu. Et tout ça s'est terminé. Les pompiers n'ont pas souhaité poursuivre ces autorisations et ont exigé des travaux minimum de sécurisation du site que sont le renfort des charpentes, surtout la remise en état des charpentes. Vous voyez qu'il y a des charpentes métalliques, des charpentes de béton, tout ça. Donc il y avait quelques reprises à faire. Le comblement des fosses et des caniveaux qui étaient un peu partout là, et puis donc l'installation d'un SSI et une reprise de toutes les installations électriques ainsi que des réseaux humides et l'accessibilité avec des rampes extérieures qui permettent à tout le monde de rentrer. Donc Christelle a fait ses travaux. Il a rajouté des fresques là qui ont été réalisées il y a un mois par le collectif d'artistes de la Mèze. C'est pas les pompiers qui l'ont demandé. Hein. Donc ces travaux viennent d'être réceptionnés. Et notre rencontre de ce week-end est la première ouverture au public de la halle rafraîchie. Donc, il s'agit d'une avant-première car la véritable inauguration de la Alfoseco aura lieu le week-end prochain. Donc, ce site a été construit par Aluminium français en 1913 pour y développer la métallurgie de l'aluminium. Exploité par Péchinet à travers sa filiale CG Dur entre 36 et 51, qui a vu donc plus de 400 ouvriers travailler sur le site, hein, pas uniquement dans cette halle, mais sur l'ensemble du site. Donc depuis 80, donc il y a un désengagement progressif du site, dont les premiers exploitants ont été les derniers exploitants ont été les sociétés Foseco et Rubanox, qui ont donné leur nom, jusqu'à la fermeture définitive en 2011. Donc, il a certainement survécu, ce site, grâce à la valeur patrimoniale reconnue de ces halles. Donc, c'est, au niveau chambérien, la dernière friche industrielle que nos prédécesseurs ont su acquérir. C'est important, à un moment donné, d'être capable de faire de la réserve foncière. C'est un gros sujet, mais en tout cas, ils ont su le faire. C'est un peu plus compliqué maintenant, avec les moyens qu'ont les communes. Elle est la plus proche du centre-ville. Dans le quartier dit du centre-nord, dans lequel nous sommes, à la confluence entre la Lesse, qui est là, et qui nous amène les eaux du plateau du massif des Bauges, et l'Yerre, qui est ici, et qui nous amène les eaux du massif de Chartreuse. Donc, cette configuration naturelle là d'une confluence a contenu les activités industrielles sur ce triangle. Donc ce qui a permis, donc on y trouvait là les abattoirs, le verre textile, les Rubanox et d'autres activités industrielles ou alimentaires. Donc c'est les deux premières, donc verre textile et les abattoirs ont pris forme de ZAC, donc la ZAC du Grand Verger et la ZAC de Vétrotex, qui sont juste là, derrière là, et à 50 mètres, et qui sont des ZAC en cours de réalisation actuellement.
Donc pour bien comprendre, donc là c'est une réserve foncière, l'ensemble de Rubanox, qui est de 4 hectares, dont 16 000 mètres carrés de halles de ce type. Alors en plus mauvais état pour les autres, d'ailleurs elles sont fermées pour ces raisons-là. Et ça, ce qui est pour nous une belle opportunité pour relier le quartier du centre-nord au centre-ville, au centre historique. Donc pour comprendre les enjeux, tous ces enjeux-là, et orchestrer cette mutation, nous avons engagé une étude urbaine sur l'ensemble du quartier centre-nord, qui représente un peu notre presqu'île ou notre confluence chambérienne, pour faire référence à d'autres projets d'une autre taille, mais il y a un peu les mêmes, la même configuration. Donc le plan guide qui est issu de cette étude va être validé là dans les prochaines semaines. Parce que là, il y avait un plan de ZAC, 2 plans de ZAC, mais entre les plans de ZAC, il y avait rien. Il y avait un PLU très vague, donc il a fallu regarder les coutures de façon plus fine. Donc ensuite, la programmation de ce qu'on va faire sur cette halle, c'est une question qu'on m'a posée là déjà ce matin et qui brûle les lèvres. Donc nos prédécesseurs avaient lancé un AMI en 2017 qui a abouti à 2 offres. Orienté vers le loisir indoor, en gros, comme on dit, avec du karting électrique, du laser game, du trampoline, de l'escalade, des restaurants. Mais heureusement, les groupements d'investisseurs avaient du mal à se structurer, et il a été déclaré infructueux. En tout cas, en arrivant, on a mis un terme à ces démarches qui étaient encore hésitantes pour redéployer autre chose. Dans l'esprit d'un tiers-lieu hybride, on va dire. Je reste à votre disposition pour parler de cette notion. Depuis, donc, il y a de nombreuses propositions pour venir à Rubanox, parce que le site fait parler, il est connu, un peu comme toutes les friches. C'est un peu à la mode de venir, d'y avoir son adresse. Je veux pas citer de nom, mais il y a des friches comme ça. Et il était facile pour nous de remplir, de vendre à la découpe ou de louer à la découpe l'ensemble du site. Je pense que la totalité serait peut-être comblée maintenant. Et on n'a pas voulu céder à cette facilité, mais plutôt d'essayer de définir le projet tel que je voulais esquisser. Donc, la grande halle qui est derrière, là, la grande halle centrale, elle est louée là à partir du mois prochain pendant 7 mois par un réalisateur chambérien qui va y tourner un film. Et la halle Fosseco ici, donc, est maintenant prête pour recevoir du public et fera l'objet d'une programmation a priori à caractère culturel, mais ça peut être plein de choses puisque vous voyez le volume est relativement neutre et enfin en tout cas disponible. Donc d'ailleurs, cette halle, par sa taille, elle n'illustre pas forcément le concept de frugalité. Je pensais qu'on allait être dans un coin, mais finalement, on arrive presque au bout, quoi. Et puis, on est à une saison où elle n'est pas chauffée, elle n'a pas besoin de chauffage, donc ça va. Donc le processus de dynamisation de Rubanox est enclenché. Et je vous remercie d'y avoir contribué par votre présence aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Pour compléter la présentation qu'a fait Julie tout à l'heure, je suis co-président donc de Ville et Aménagement Durable, l'association Ville et Aménagement Durable. Ma coprésidente Sabine Bonnet n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on lui doit beaucoup dans tout l'accompagnement aussi que nous faisons, puisque c'est très souvent. Et je voudrais surtout pas faire en sorte que c'est elle qui a fait le boulot et c'est moi qui suis sur la scène. Donc Sabine Bonnet est avec nous. Ville et aménagement durable, je disais que je suis ravi d'être ici aujourd'hui parce que quand nous étions à Bordeaux, nous étions 2 présidents d'associations aux côtés de Solveig pour dire oui, la suivante, ça sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc nous avons dit oui et Ville et aménagement durable a accompagné, je l'espère autant que nécessaire, l'équipe d'Aura pour préparer ces journées. Vous avez peut-être vu hier était là Véronique qui était à Amandine et vous avez Nicolas qui est là aussi aujourd'hui.
Je le cherche, mais il est pas loin. Nicolas, tu es là? Il est là, oui. Nicolas Humain, qui sont les salariés de l'équipe Villiers Aménagement Durable et qui ont été aussi très actifs dans cette préparation. Alors, 2 mots pour parler de VAD. VAD, c'est une association de loi 1901. Nous sommes centre de ressources régionales. Beaucoup les connaissent partout en France. La particularité chez nous, c'est que nous sommes une association de professionnels 100% loi 1901. C'est-à-dire qu'on n'est pas ni institutionnel ni je ne sais quoi. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des professionnels, ce qui fait peut-être la nuance avec la frugalité, avec le mouvement de la frugalité heureuse et créative. Et je suis ravi de voir que cette évolution-là, qui dit c'est une prise de position citoyenne beaucoup plus large, en dehors du monde des professionnels, qui, comme un virus positif, est en train de coloniser toutes nos institutions, toutes nos organisations professionnelles. C'est vraiment fabuleux. VAD, donc, vous avez dans la salle un certain nombre de choses qui sont de notre association, mais particulièrement ont été présentées hier le bouquin sur la frugalité réhabilitation en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il a été co-établi et avec notamment Nicolas a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, il y a un certain nombre d'opérations qui sont dedans de la région, et puis on voit qu'aujourd'hui on en découvre encore beaucoup qu'on ne connaissait pas, y compris hier. Les visites qui ont permis de faire ça. Une autre chose qu'on fait, c'est l'expo off du DD qui a été aussi cité hier, et donc tout un tas de choses. Voilà. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est que notre philosophie, c'est d'être vraiment très transversal par rapport à tous les métiers de l'aménagement et de la ville durable. Et je crois que c'est là que on va rejoindre la notion d'élargissement à tous ces métiers-là. Je voudrais rebondir et poursuivre sur des choses que Dominique Ozan-Müller évoque régulièrement, et notamment j'ai noté son terme d'écosystème convivial lors de sa dernière intervention. Je sais que c'est le sujet sur lequel elle travaille, en disant que les projets frugaux génèrent des écosystèmes conviviaux, et les écosystèmes conviviaux peuvent générer des projets frugaux. Ça me paraît un fil conducteur très très intéressant, parce que en effet, plus la tâche est rude, plus la crise est lourde, plus les choses qui nous font peur sont présentes, plus on a besoin de sortir de nos couloirs de nage, on a besoin de sortir de nos métiers, de notre profession, pour mettre le cœur sur la table et aller rencontrer les personnes qui sont en dehors de nos habitudes. Et donc je voudrais là aussi poursuivre le tour de table gesticulé que Dominique nous a proposé hier. Et je voudrais commencer par vous demander, dans la salle ici, où sont les citoyens engagés? Est-ce que vous pouvez vous lever? Y a-t-il des citoyens engagés dans la salle? Merci. Je suis rassuré. Est-ce qu'il y a aussi des représentants des collectivités, des SPL, des EPF, des SKIC? Ok, il y en a. Alors, j'ai pas cité les élus, mais je suppose qu'ils se sont levés, les élus. Mais il y a une autre façon de faire aussi, c'est que les professionnels deviennent des élus. C'est un bon moyen aussi, quand on pense aux prochaines années, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a des artisans? Oh, il y a des artisans parmi nous. Ouais, là aussi, il y a peut-être une solution, que les professionnels identifiés professionnels du bâtiment deviennent artisans. Ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a des fabricants des fabricants, des industriels, parce que tous les trucs qu'on met dans nos bâtiments, quand on va pas les chercher à la matériothèque, oui, il y en a, ouais, et puis on va le voir de près. Merci d'être là. Parce qu'on va pas tout trouver non plus en réemploi. Il y a des choses qu'il va falloir produire. Est-ce qu'il y a des enseignants? On a vu hier, par exemple, dans une visite d'une cantine scolaire, que c'était les instituts qui avaient beaucoup fait pour que cette cantine scolaire soit très satisfaisante et appropriée, et que les enfants soient ravis. Est-ce qu'il y a des assureurs? Ah, les assureurs sont pas là. Donc, mission numéro 1, c'est avoir des assureurs ou alors devenir assureur. C'est peut-être une solution. Est-ce qu'il y a des banquiers?
Et on a vraiment du boulot. Et est-ce que, pour finir, puisque je disais qu'il fallait qu'on sorte de nos couloirs de nage, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des casquettes hybrides et qui se reconnaissent dans ce terme d'hybride pour pouvoir sortir chacun de son métier? Architecte, ingénieur, maître d'œuvre, artisan, élu, engagé professionnel, enfin voilà, je pense que c'est une des clés pour sortir aussi des projets, c'est sortir de nos couloirs de nage. Et voilà, je vous remercie. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce lieu formidable qui laisse en plus la possibilité et l'espace de nouvelles idées, à une nouvelle dynamique. Virginie Thomas, donc moi je vais parler quand même un petit peu en mon nous puisque je représente le PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture, qui est un organisme interministériel cinquantenaire, j'ose le dire, qui a pour tutelle donc le ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires, le ministère de la Culture et le ministère supérieur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Et le PUCA donc initie des programmes de recherche incitative et des expérimentations. On est sur une échelle qui brasse tout du grand territoire, je dirais, jusqu'à la construction. J'ai pris le temps hier d'aller regarder la petite exposition des projets. Alors, sans vexer personne, et pour ne citer d'ailleurs que 3 noms par catégorie d'ingénieurs, d'architectes, de bailleurs sociaux et d'écoles qui ont contribué de Ciris à des programmes du PUCA assez récents. Évidemment, Alain Bornarel, Jean-Luc Collet, Aurélien Stavy, Terranergie, LM Ingénieur, Tribu, Le Toit Vosgien, Actis, Aquitanis, la RIVP, l'ENSAG, c'est autant de noms qui, sous nos latitudes au PUCA, sont des contributeurs, je dirais, assez actifs, et ce sont loin d'être les seuls, et qui travaillent avec nous autour de multiples sujets. 2 programmes peut-être plus que je souhaitais ce matin évoquer avec vous, et puis on aura l'occasion d'en reparler toute la journée. Donc le premier, Totem, un toit pour tous en Outre-mer. Alors le PUCA évidemment a un site internet sur lequel je vous engage à aller faire un petit peu de spéléologie. Il y a même, je crois, les archives encore des programmes des années 90 qui sont, si vous fouillez bien dans certains coins du site, c'est une mine d'or, on le dira jamais assez. Ça nous met en perspective aussi 50 ans d'action et d'expérimentation sur les territoires et les différents paradigmes de pensée et d'action qui ont pu être à l'œuvre toutes ces années. Donc Totem, un toit pour tous en Outre-mer, qui par le biais d'un appel à projet auprès de concepteurs et d'entreprises a vocation à construire des habitats sûrs, sains, sobres, je crois qu'on peut le dire, frugaux, principalement dans les territoires de la Guyane et de Mayotte. Je crois que j'ai aperçu, mais je ne le vois pas aujourd'hui, vous le retrouverez, quelqu'un qui était avant-hier même avec ma collègue à Mayotte pour travailler sur le terrain. Et puis là, je vais reparler en mon jeu puisque je pilote depuis une bonne dizaine d'années un programme, le programme REA, qui a pour ambition d'accompagner le développement d'une réflexion un peu globale sur la réhabilitation de qualité dans tous ces domaines qui ne touchent pas que la réhabilitation thermique, mais qui est bien dans une volonté de travailler sur toutes les dimensions de ce que veut dire aujourd'hui une réhabilitation, dans le spectre de l'insertion urbaine, de la qualité architecturale, de la meilleure performance souhaitable, parfois possible en fonction de la limite des bâtiments, et le tout évidemment dans une économie soutenable par le plus grand nombre. Donc dans le cadre de ce programme, évidemment, on travaille avec notre casquette nationale, avec l'ensemble des partenaires habituels, je dirais, du logement, l'Union sociale pour l'habitat, l'ANRU, l'ANA. On a aussi embarqué l'association des responsables de copropriété, parce que c'est un très gros sujet aujourd'hui que la réhabilitation des copropriétés, l'UNAGE, le CNUS. Et puis évidemment, on ne se limite pas aux partenaires institutionnels puisque c'est avant tout un enjeu de monter des opérations dans la vraie vie, des vraies expérimentations, des vrais chantiers. Donc on a au travers de notre activité et sur 3 sessions d'appel à projet déjà plus de, je crois, quasiment 70 partenaires de maîtrise d'ouvrage, copropriété, logement social, près de 150 projets d'architecture sur 10 ans qui nous donnent à voir finalement la réalité de l'évolution aussi
de la profession et des filières métiers dans ce secteur. Et puis on relance la semaine prochaine une nouvelle session du programme, en partenariat assez droit avec le ministère de la Culture, puisqu'on va travailler sur tous les héritages architecturaux du logement, avec un enjeu très fort, vous le savez, de mettre en œuvre des solutions adaptées aux bâtis anciens, mais aussi aux bâtis plus récents. On va réexplorer toute la belle production qualitative, on va dire, industrielle de l'après-guerre. Donc on va même repartir dans l'exercice de regarder ce qu'a produit le PUCA il y a 50 ans, au travers notamment, par exemple, des modèles innovation, qui étaient de très beaux objets, très belles constructions préfabriquées. Et puis on va accompagner donc le développement dans les territoires ensuite de ces opérations, puisqu'on va sélectionner au travers des régions une quinzaine de sites. Et puis on va tâcher de fédérer des dynamiques locales autour de ces expérimentations, de ces projets, de ces chantiers, afin d'accompagner la mise en œuvre d'une dynamique aussi importante, peut-être qu'on souhaite importante, autour de ces ouvrages, et puis des filières peut-être un peu émergentes, filières professionnelles, filières artisanales, filières industrielles. Hein, c'est aussi une des vocations du BUCA, de soutenir l'innovation constructive et de diffuser les savoirs. Donc on est très heureux des perspectives de collaboration qu'on a évoquées hier très rapidement avec quelques membres de la frugalité. Et je serais ravie pour les amateurs de réhabilitation de parler avec eux tout au long de la journée. Merci, c'était super. Merci aussi pour ce temps un peu d'éveil musculaire. Je vais reprendre la parole encore 2 minutes. Après, promis, on vous laisse avec la conférence. Pour ceux qui étaient là hier, on va refaire le petit temps d'inclusion. Pour les autres, vous allez découvrir ce que c'est. Vous allez avoir 2 fois 2 minutes.